Bonsoir à tous et à tous, donc chronique numéro 150. Et dans cette chronique, je vais traiter de l'Europe et le nouvel, que je pourrais qualifier, nouvel impérialisme. Alors je dirais que nous avons pu définir que pendant des décennies, l'Europe a assuré la gestion de l'ordre libéral de l'après-guerre en veillant, euh, je dirais, à l'application des règles économiques, voire même à la subordination des ambitions nationales à des objectifs communs au sein d'organes, bien entendu, multilatéraux. Aujourd'hui, la donne a changé. Les États-Unis et la Chine mêlant de plus en plus d'économie à des programmes politiques étrangères, avec différentes conceptions, qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient sociales. Et l'Europe dans tout ça, me direz-vous? Eh bien l'Europe, elle devra s'adapter. Alors, en préambule, je voudrais citer Lénine, car Lénine écrivait sur l'impérialisme il y a un siècle, et dont l'impérialisme, selon lui, est défini par 5 caractéristiques principales. Premièrement, la concentration de la production. Secondo, la fusion du capital financier et industriel. Tertio, les exportations des capitaux, on pourrait qualifier de cartels transnationaux, sans oublier bien entendu la division territoriale du monde entre les puissances capitalistes. Alors je dirais que jusqu'à récemment, seuls les bolcheviks trouvaient encore cette définition, je dirais, pertinente. Car, bien entendu, la doxa libérale s'est arrangée pour que plus personne ne puisse lire effectivement euh, les travaux de Marx ou de Lénine ou d'autres encore que j'oublie. Et pourtant, ces mêmes, je dirais, intellectuels du libéralisme et de l'ultracapitalisme, eux, par contre, ont effectivement étudié ces travaux-là pour essayer de compenser quelles sont les failles et les analyses bien léchées effectuées par ces derniers. Alors, on peut considérer que cette définition est de plus en plus pertinente. Et plus que jamais, la caractérisation de Lénine semble de plus en plus exacte. C'est pour ça que j'invite souvent les gens à lire L'État et la révolution de Lénine pour comprendre un petit peu ces réflexions sur le monde du capital. Alors, il y a quelques années, la mondialisation était supposée diluer le pouvoir du marché et stimuler la concurrence. Et bien entendu, tous les prélats nous chantaient louange et on espérait qu'une plus grande interdépendance économique empêcherait les conflits internationaux. Effectivement, nous étions dans une espèce de paradigme imaginaire et d'espérance. Néanmoins, les auteurs du début du XXe siècle, auxquels il est fait référence, sont bien entendu l'ineffable, l'inénarrable, je dirais voire même l'incontournable Joseph Schumpeter, l'économiste qui effectivement a identifié la destruction créatrice comme un moteur du progrès, et l'homme d'État britannique, bien entendu, que je ne nommerai pas, Norman Engels. Bon, qui a soutenu que l'interdépendance économique avait rendu le militarisme obsolète. Pourtant, si on regarde aujourd'hui de plus près, nous sommes entrés dans un monde de monopole économique et de rivalité géopolitique. Alors, le premier problème est résumé par les géants américains de la technologie, mais je dirais, il en est en réalité très répandu. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, selon l'OCDE, la concentration du marché a augmenté dans un grand nombre de secteurs aux États-Unis, en Europe, et la Chine crée de plus en plus de champions nationaux soutenus par l'État, comme je l'ai précisé sur des audios précédentes, ces fameuses fausses entreprises privées qui finalement au fond appartiennent à l'État. Alors en ce qui concerne
je dirais, la géopolitique, les États-Unis semblent avoir abandonné l'espoir, bien entendu, que l'intégration de la Chine dans l'économie mondiale conduirait à sa convergence politique avec l'ordre occidental libéral établi. Souvenez-vous, Goldman Sachs, y compris même allant jusqu'à utiliser le protestantisme pour essayer d'attirer au maximum la Chine dans le marché en faisant de la séduction à l'égard de certains milliardaires. Bon, c'était sans compter effectivement sur le programme du 19e congrès de Xi Jinping sur sa gouvernance chinoise et son socialisme à la chinoise. Alors, comme le dit grossièrement le vice-président américain Mike Spence dans un discours d'octobre 2018, les États-Unis considèrent désormais la Chine comme un rival stratégique dans une nouvelle ère de concurrence de grandes puissances. La concentration économique et je dirais même la rivalité géopolitique sont en réalité inséparables. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Alors que l'Internet était autrefois perçu comme un domaine ouvert, universel et concurrentiel, de nos jours, il est divisé en un archipel de sous-systèmes distincts, dont certains sont administrés par les gouvernements, et on craint, ma foi, de plus en plus que la domination du géant chinois et de la technologie Huawei dans le matériel 5G puisse être utilisée à des fins géopolitiques. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, les prises de position de Trump, qui s'est vite ravisé, parce que Trump n'est pas un géopolitique, et encore moins un spécialiste des hautes technologies, concernant, je dirais, la volonté de mettre un embargo sur les produits chinois. Ce qu'il avait effectivement oublié, c'est qu'Apple pouvait également en subir les conséquences, étant donné que, pour différentes raisons, il utilise énormément de matériaux qui viennent de Chine. Donc, souvent, ce qu'on peut constater, c'est que des fois, les États-Unis n'ont pas besoin d'ennemis, ils sont leurs propres ennemis par leurs propres mesures ou par la bêtise de certains de leurs présidents qui, effectivement, ne sont que finalement, au fond, des VRP au service d'un marché économique. N'oublions pas, bien entendu, l'association de l'industrie allemande, le fameux BDI, qui avertit maintenant que la Chine est entrée dans une concurrence systémique avec les économies de marché libéral et met en commun, je dirais, ses capacités pour atteindre des objectifs politiques et économiques avec une grande efficacité. Alors, on doit aussi prendre en compte que les États-Unis se positionnent, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement. Je dirais même que la législation récemment adoptée a autorisé le département du Trésor à cibler les investissements étrangers qu'on pourrait considérer à motivation stratégique. Alors, cela, bien entendu, pourrait constituer une menace pour je dirais, quand on regarde à l'égard de la Chine, cela pourrait constituer une menace pour la supériorité technologique et la sécurité nationale des États-Unis, souvent à la fois imbriqués, n'oublions pas les Patriot Act et la loi antitrust, suggérant bien entendu que l'administration Trump envisage d'utiliser le filtrage des investissements pour protéger l'avantage technologique de l'Amérique. Ceci étant, la Chine est largement accusée de mêler économie et politique. Ma foi, c'est pourtant également le cas aux États-Unis, et depuis fort longtemps. Considérer l'utilisation du dollar par l'administration Trump, que beaucoup considéraient auparavant comme, je dirais, un bien public mondial, et même son rôle central dans la finance mondiale, consistant bien entendu à imposer des sanctions secondaires aux sociétés étrangères faisant affaire par exemple avec l'Iran. En conséquence, ce qu'on appelle le service de messagerie financier basé dans l'Union européenne, ce qu'on appelle SWIFT, a été contraint de refuser l'accès aux banques iraniennes ou de risquer de perdre son propre accès au système financier américain. De même, sous la pression des États-Unis, la Bundesbank a bloqué l'an dernier un important transfert d'argent à Téhéran, un dépôt iranien dans une banque iranienne à Hambourg. De toute évidence, les États-Unis ne ressentent plus le besoin de faire preuve de retenue dans l'utilisation de leur puissance monétaire et financière. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ça vaut également sur les sources de financement de certains terroristes dans pas mal de pays. Bon, ne nous écartons pas du sujet, donc revenons enfin à l'Europe.
pour l'Europe, ces développements constituent un choc majeur sur le plan économique. L'Union européenne est le fer de lance de l'ordre libéral d'après-guerre, ne l'oublions pas, tout en ayant ce qu'on appelle un rôle judicieux, en garantissant un certain socle social afin de ne pas, je dirais, lancer les classes ouvrières du côté soviétique. Alors, bien entendu, en tant que champion des marchés concurrentiels, elle a maintes fois forcé des puissantes sociétés étrangères à respecter ses lois. Elle pouvait le faire puisque, effectivement, elle pouvait également faire du chantage avec une relation de détente vis-à-vis de l'Union soviétique de l'époque. Mais géopolitiquement, l'Union européenne a toujours essayé de maintenir la séparation entre l'économie et les relations internationales. C'est donc senti chez elle, finalement, au fond, dans un système multilatéral fondé sur des règles dans lesquelles l'exercice même, je dirais, du pouvoir de l'État est nécessairement restreint. Et finalement, le nationalisme et l'impérialisme sont effectivement aujourd'hui ses pires cauchemars. Alors, le défi de l'Europe consiste maintenant à se positionner dans un nouveau paysage, à créer sa propre structure, ce que je n'y crois pas, mais bon, pourquoi pas, essayons d'avoir une vision un peu plus positive, où le pouvoir compte plus que les règles et le bien-être des consommateurs. L'Union européenne est confrontée à trois grandes questions. Faut-il réorienter sa politique de la concurrence? Comment combiner objectifs économiques et sécuritaires? Comment éviter de devenir un otage économique des priorités de la politique étrangère des États-Unis? Et surtout, comment éviter que certains partenaires puissent faire ce que j'appelle de la trahison? Alors, répondre à ces questions nécessitera effectivement ce que je pourrais qualifier comme une redéfinition de la souveraineté économique, si tant est qu'on puisse parler de souveraineté. Alors, la politique, je dirais, de la concurrence est un sujet de débat acharné. On le voit effectivement chez les experts, ou même dans pas mal je dirais, de débats. Certains veulent modifier les règles antitrust de l'Union européenne pour permettre l'émergence de champions européens, mais de telles propositions sont discutables, hein. Croyez-le. Certes, il faut être honnête, l'Europe a besoin de davantage d'initiatives en matière de politique industrielle dans les domaines tels que l'intelligence artificielle et les batteries électriques, où elle risque de se laisser distancer par d'autres puissances mondiales. Il est vrai que les régulateurs qui rendent, je dirais, des jugements sur les fusions et les aides d'État devraient tenir compte de l'ampleur croissante de la concurrence. Et il est vrai aussi également que les évaluations statistiques du pouvoir de marché devraient être complétées par des approches, je dirais, plus dynamiques qui valorisent l'innovation, mais finalement, au fond, rien du tout. Cela ne change le fait que dans un monde de géantes, nous aurons besoin de politiques de concurrence encore plus strictes pour protéger les consommateurs. Alors la logique économique et les problèmes de sécurité sont facilement confondus, ça on peut je dirais, l'analyser aujourd'hui. Alors une décision de rejeter une fusion ou d'autoriser un investissement bénéficiant à un concurrent étranger motivé, je dirais, par des considérations politiques pourrait avoir un sens économique, tout en soulevant des sourcils dans les cercles de la politique étrangère. La solution ne consiste pas à se mêler à des règles de la concurrence, mais à donner aux responsables de la sécurité leur mot à dire dans le processus décisionnel. À cette fin, bien entendu, je dirais, dans le prochain audio, j'essaierai effectivement de faire part de ce que peuvent penser les experts en politique étrangère et d'autres économistes qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas le droit au registre. Même si on peut considérer que on peut proposer que de donner à la haute représentante de l'Union européenne pour des affaires étrangères la sécurité du droit de s'opposer, pour des raisons de sécurité au projet de fusion de la Commission européenne, ou aux décisions par exemple d'investissement, les États membres de l'Union européenne ont déjà mis en place de telles procédures, et l'Union européenne devrait en faire de même. Le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de pays font un peu cavalier seul, et ne veulent pas effectivement s'aliéner les États-Unis. Alors, enfin,
Je dirais que l'Union européenne doit déployer davantage d'efforts pour développer ses outils financiers, promouvoir ce que je pourrais considérer l'utilisation internationale de l'euro, même si aujourd'hui nous pouvons considérer que c'est tout à fait le contraire de ce qui est en train d'être mis en place. Mais il ne devrait y avoir, je dirais que franchement, aucune illusion que l'euro déplace le dollar ou même rivalisera avec le dollar, parce que de toute façon, dès le départ, on sait pertinemment que l'euro n'est qu'une monnaie de singe permettant au dollar de pouvoir être toujours à un certain niveau. Bien entendu, les États-Unis indiquent qu'ils utiliseront Wall Street et le billet vert tant qu'instrument politique étrangère, et ça, je pense que les choses ne changeront pas. Finalement, au fond, l'Europe est un sinistre spectateur, neutre et passif, acceptant effectivement des situations qui lui sont imposées. Et finalement, au fond, même si tous les naïfs et je dirais les non-rationalistes sont dans l'espérance, on peut considérer que aujourd'hui, aucun projet n'est réellement défini d'une façon sérieuse, je dirais d'une façon sérieuse et réelle, pardon, et qu'il n'y a absolument pas de doxa ou de praxis qui unirait les peuples européens dans une espèce d'esprit commun afin d'avoir une originalité de pensée politique, sociale et économique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une petite réflexion sur les nouveaux, je dirais, titans. Et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.